Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va reparler du principe d'interférence des ondes qu'on avait abordé, puis on va parler aussi des pellicules minces. C'est les deux sujets de cette présentation-là. Comme petit préambule, je vous reparle de l'interférence des ondes. L'interférence, c'est pas simplement applicable à la lumière, donc le son peut faire de l'interférence parce que c'est une onde, les vagues dans l'eau. En fait, l'interférence, c'est un phénomène ondulatoire. Principe d'interférence constructive, deux ondes qui s'en viennent, dont les sommets se rencontrent comme ça, étant donné que les deux ondes se superposent, ils s'additionnent, mais ça va venir augmenter l'amplitude de l'onde. On le revoit une deuxième fois ici, qu'au point de rencontre, ça va doubler l'amplitude de l'onde. On prend pour acquis que les deux ondes ont une amplitude initiale égale. Principe d'interférence destructive, c'est quand deux ondes sont opposées puis se rencontrent, ça va se détruire juste à ce moment-là. On a vu que l'amplitude était complètement nulle. Une onde n'est pas obligée d'être sinusoïdale, mais on s'entend, les ondes lumineuses, les ondes sonores, la plupart des ondes sont des ondes sinusoïdales ou sinon sont dérivées d'ondes sinusoïdales. Fait qu'on va plutôt s'intéresser à l'onde, à l'interférence des ondes sinusoïdales. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quand deux ondes sinusoïdales se rencontrent, ça a été fait, c'est pas moi qui ai fait les dessins, là, ça a été produit par un logiciel de mathématiques, et on voit que la somme de deux ondes donne une nouvelle onde sinusoïdale. Donc deux sinus, quand on les additionne, redonne toujours un nouveau sinus. Ici, on voit que le décalage entre les deux ondes est pas mauvais, pas bon. Donc, c'est pour ça que l'amplitude est légèrement augmentée. Mais ici, on n'est pas dans un cas d'interférence constructive ou destructive proprement dit. Maintenant, juste pour vous montrer, ici, l'onde en verte, son déphasage, je le fais varier en fonction du temps. Donc, on voit ici que c'est constructif. Si on décale un peu l'onde, on la déplace, mais ça devient destructif. Et au fur et à mesure qu'on décale une onde par rapport à une autre, on crée une alternance d'interférence constructive ou destructive. Ça vient du fait que les ondes sinusoïdales sont périodiques. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, le phénomène se répète. Donc, ici, pour résumer, une interférence constructive, l'amplitude de l'onde sinusoïdale en particulier va doubler. En revanche, quand l'interférence est destructive, l'amplitude va complètement devenir nulle. Elle va s'annuler. Donc, les ondes s'annulent à ce moment-là. Dans le cas de deux ondes sonores, donc ici, je les ai mis une au-dessus de l'autre, juste pour que ce soit visuellement plus facile à voir. Mais en fait, les deux ondes seraient superposées, soit qu'il y aurait une petite inclinaison dans les ondes pour qu'ils se rendent à l'oreille, ou encore les deux haut-parleurs seraient pas mal un vis-à-vis l'autre. Juste pour vous dire que c'est pas évident de faire de l'analyse d'ondes pendant qu'elles se déplacent. Donc, étant donné que peu importe ici, si on prend l'exemple qu'il y avait ici, quand on a deux ondes qui sont déphasées, l'amplitude, c'est sûr que l'onde se déplace, mais l'amplitude demeure toujours constante. Donc, c'est pour ça que nous, on ne fera pas de dessins qui vont bouger, on va se contenter de prendre des photos. On va généralement dessiner les ondes à t égale 0. C'est pas forcé d'être t égale 0, mais généralement, on va les dessiner à ce temps-là, parce que bon, c'est le temps initial. Donc, c'est comme ça qu'on va traiter les problèmes. Mais toujours en se rappelant que c'est des ondes et donc que ça se déplace. Ici, voici donc une première onde, une deuxième onde. On peut les superposer. On les dessine toujours une par-dessus l'autre, ça va un peu mieux. Ça, c'est la différence de marche. Donc, c'est la distance qu'une onde a de décaler par rapport à l'autre. Donc, la deuxième est décalée par rapport à la première qui est la référence. Ici, l'interférence est plutôt constructive. On voit que les deux sommets arrivent un vis-à-vis l'autre. Donc, c'est pour ça que l'onde résultante elle, est amplifiée. Pour parler de la différence de marche, c'est donc la distance entre les chemins parcourus par deux ondes. Généralement, c'est une onde. On dit qu'une onde est décalée par rapport à l'autre. Il y en a une qui agit à titre de référence. Juste pour vous donner un exemple, ici, si je vous dis que ces deux haut-parleurs-là, il y en a un qui est à 8 mètres de l'oreille et l'autre à 6 mètres, mais je pense que c'est assez évident que la différence de marche, la différence de chemin parcouru par les deux ondes va être 2 mètres. Des fois, il faut faire un peu de géométrie. Ici, si on a les deux haut-parleurs distants de 3 mètres, distant de l'oreille de 4 mètres, un des deux. Mais à ce moment-là, il faut faire un petit Pythagore ici pour obtenir cette distance-là qui est le premier chemin, cette distance-là qui est le deuxième chemin. 5 mètres, 4 mètres, on les soustrait, ça donne une différence de marge de 1 mètre. Pour faire une interférence constructive, on voit qu'il faut que les ondes soient décalées d'exactement un cycle, une longueur d'onde. S'ils ne sont pas du tout décalés entre elles, l'interférence est constructive parce qu'on arrive sommet vis-à-vis sommet. Mais si on les décale d'une longueur d'onde, deux longueurs d'onde, trois longueurs d'onde, etc., on arrive toujours sommet vis-à-vis sommet, ce qui est la condition pour avoir l'interférence constructive. Et donc, on est capable de dire que la condition pour avoir une interférence constructive, il faut que la différence de marche soit un multiple de la longueur d'onde. Ici, M est utilisé comme multiple entier au lieu de N parce qu'on va se le garder comme symbole pour l'indice de réfraction plus tard.
Pour la condition d'interférence destructive, il faut juste faire attention. Celle-là est tentante, mais pas bonne. Il ne faut vraiment pas oublier de mettre que la condition, c'est M plus une demi. Donc, c'est un entier plus une demi fois la longueur d'onde à ce moment-là. La raison pourquoi ce format-là n'est pas bon, c'est qu'on voit que si on met M égale à 2, on obtient une différence de marche qui est entière. Et on sait que quand la différence de marche est un multiple entier de la longueur d'onde, ben c'est constructif. C'est pour ça que cette formule-là ne marche pas. Visuellement, je vous dis que les deux haut-parleurs génèrent 340 de fréquence, étant donné que V égale lambda F. Ben, on a juste à faire la vitesse qui est 340 des ondes. On fait 340 divisé par 340, ça donne une longueur d'onde d'1 mètre. Cette condition-là, donc vu que la différence de marche serait 1 mètre, ben, on aurait une interférence constructive, parce que la différence de marche, c'est une fois la longueur d'onde. En revanche, si je vous dis que ça, c'est les distances, la différence de marche, c'est la moitié d'une longueur d'onde, c'est l'interférence destructive. En revanche, si la différence de marche, c'est 0,3 mètres, par exemple, donc quelque chose qui n'est pas un multiple entier ou demi-entier de la longueur d'onde, ben, on ne peut pas dire que c'est parfaitement constructif ou destructif. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en fait, on s'en fout un peu. Ce n'est pas une situation qui est intéressante. Dans toutes les applications, c'est toujours de faire de l'interférence constructive ou destructive qui est intéressant. Donc, tous les cas qu'on va travailler avec vont être un de ces deux cas-là. Donc, maintenant que ceci est dit, on peut passer vraiment aux pellicules minces. On commence déjà par un exemple. On veut déposer une couche anti-reflet sur des verres de lunettes. Quelle doit être l'épaisseur minimale de cette couche? Donc, une couche anti-reflet, ça se trouve à être une pellicule mince qu'on appelle. C'est une pellicule extrêmement mince qui est transparente et son épaisseur va normalement être de l'ordre de la longueur d'onde ou de quelques multiples de longueur d'onde. Fait que dans notre cas, c'est de l'ordre du micromètre qu'elle va être. Sachant que la lumière visible, c'est autour de 0,5 micromètres. Cette pellicule-là, ce qu'elle va faire, elle va offrir 2 points de réflexion à la lumière. Un à la surface de la pellicule et un derrière la pellicule sur la vitre elle-même. À chaque fois que la lumière change d'indice de réfraction, il y a toujours une fraction de la lumière qui réfléchit puis une fraction qui est transmise. Donc ici, il y a 2 rayons qui vont réfléchir, mais à 2 points différents. Et à ce moment-là, il va y avoir une différence de marche entre les 2 points, parce qu'ils ne se passent pas tout à fait à la même distance à cause de l'épaisseur de la pellicule. Et ces 2 rayons-là qui réfléchissent vont pouvoir entrer en interférence. Dans le cas d'une couche anti-reflet comme ici, on va vouloir que cette interférence-là dans la réflexion soit destructive justement pour pouvoir annuler les reflets. Donc tout rayon qui réfléchit va être annulé. C'est pour ça que sur la dame ici, sur l'image à droite, il y a une pellicule anti-reflet et à ce moment-là, on voit pas les reflets du tout dans son œil versus à gauche on voit une réflexion de lumière, ce qui fait que c'est gênant un peu. On commence par schématiser la situation. Les indices de réfraction, ils seraient donnés dans le problème normalement, mais je vous le mets sur le schéma. Je vous les mets ici sur le schéma. La couche anti-reflet, l'indice de réfraction, c'est 1.4, la vitre 1.51, puis l'air juste avant 1. Ça, c'est le chemin parcouru par la lumière. Donc, elle arrive, il y a une portion. À chaque fois qu'on frappe un changement de milieu, un changement d'indice de réfraction, il y a toujours une fraction de la lumière qui réfléchit, puis une partie qui est transmise. Aussi, n'oubliez pas que ces rayons-là, en fait, moi, je vous les trace de biais comme ça, juste pour que visuellement, il n'y ait pas trop de lignes une par-dessus l'autre, mais techniquement, tout ça est perpendiculaire à la surface. Donc ici, première réflexion, première transmission. On change encore de milieu. Et à ce moment-là, il y en a encore une partie qui est transmise et une partie qui réfléchit. Les 2 ondes en bleu vont être les 2 ondes qui vont entrer en interférence et c'est eux qui vont nous intéresser. La différence de marche, la distance qu'une des ondes parcourt de plus que l'autre, c'est donc un aller-retour dans la pellicule. La différence de marche, c'est donc simplement 2 fois l'épaisseur de la pellicule. Aussi, il ne faut pas oublier de travailler avec la longueur d'onde où se produit la différence de marche. Puis comme la longueur d'onde est affectée par l'indice de réfraction, il ne faut juste pas oublier de venir travailler avec lambda prime ici, qui est la longueur d'onde dans l'air ou dans le vide. Ben, dans l'air, c'est sûr que ce n'est pas exactement comme dans le vide, mais tellement proche. La longueur d'onde dans le vide divisée par l'indice de réfraction ici. Étant donné que nous autres, on veut toujours représenter la différence de marche en multiple de longueur d'onde, mais il faut la représenter en multiple de longueur d'onde où la différence de marche se produit. Puis dans notre cas, c'est toujours dans la pellicule, toujours dans la pellicule qui est en sandwich ici, qui agit comme pellicule mince. Enfin, on va répondre à la question. La technique de travail, c'est toujours de trouver la différence de marche géométriquement, c'est-à-dire d'après le problème. Ici, on sait que c'est 2E.
Et ensuite, mettre ça égal à la condition qu'on veut, selon qu'on veut une interférence constructive ou destructive. Ici, étant donné qu'on veut produire une couche anti-reflet, on ne veut donc pas que ça réfléchisse, on veut donc avoir une condition d'interférence dans les réflexions qui est destructive. Donc, l'équation, c'est 2E, parce que c'est la différence de marge géométrique qu'on a, une des ondes parcourt une distance de E plus que l'autre, doit être égale à m plus 1/2 lambda prime. M plus 1/2 parce que c'est la condition pour l'interférence destructive. Étant donné qu'on demande l'épaisseur minimale de la couche, on met m à la valeur la plus petite possible pour avoir un entier, puis ici, c'est m égale 0 qui est la valeur. Donc, on fait le calcul et ça donne 0,098 micromètres. Micromètre, c'est l'unité pas mal standard pour exprimer des épaisseurs de pellicule. Je vous invite là, à toujours travailler dans ces unités-là. Micromètre, c'est 10-6, nanomètre, c'est 10-9. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre la longueur d'onde, tasser la virgule de 3, puis on l'a déjà en micromètre. Et à ce moment-là, tous les calculs, on le fait avec ça. Si je vous dis qu'à la place, on dépose une pellicule qui a un indice de réfraction de 1,67 au lieu du 1,4 du problème précédent, il va y avoir une petite différence, par exemple, une petite correction à apporter dans la différence de marge. Je ne vous l'avais pas trop expliqué en classe, puis je ne l'expliquerai pas trop non plus, parce que bon, c'est pas trop important. Mais très rapidement, quand une réflexion est dite dure, c'est quand on passe d'un indice de réfraction qui est plus petit vers un indice qui est plus grand. Puis quand la réflexion est dure, je ne sais pas si vous en souvenez, en début d'année, on avait fait la démonstration avec le ressort. Quand quelqu'un tient le ressort fermement, ce qui est l'équivalent d'une réflexion dure, à la réflexion, l'onde change de côté. Donc, il y a une inversion de l'onde à la réflexion. En revanche, quand on passe d'un indice de réfraction qui est élevé vers un indice qui est plus faible, à ce moment-là, la réflexion est molle et l'onde n'est pas inversée. Quand on a deux réflexions différentes, dures-molles, comme dans le cas ici, mais à ce moment-là, il y en a juste une des deux qui est inversée. Fait qu'à ce moment-là, les deux ondes, sans considérer la différence de marge, sont inversées une par rapport à l'autre. Mais c'est sûr qu'avec la différence de marge de 2E, ben, ça va s'ajouter à tout ça. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse une correction à la différence de marge. En revanche, si les deux réflexions sont identiques, dur ou molle-molle, molle-molle, ça veut dire qu'ils ne s'inversent pas du tout. Dur, ben, c'est sûr que les deux ondes s'inversent, mais justement, vu que les deux sont inversés, ils deviennent comparables. C'est comme si on changeait l'axe de côté. Puis à ce moment-là, on peut négliger toute correction. Donc, il faut seulement corriger quand les deux types de réflexions sont différentes. Une autre façon de regarder s'il faut faire la correction, c'est regarder si les indices de réfraction augmentent ou diminuent de façon chronologique. Comme ici, on passe de 1 à 1,67, on augmente, et ensuite on redescend à 1,55. Ça, c'est forcément qu'on a une dure suivie d'une molle. Si, en revanche, les indices, comme au numéro précédent, il était croissant, donc si on a 1, 1.22 puis 1.55, bien de 1 à 1.22 on augmente, de 1.22 à 1.55 on augmente encore, donc c'est chronologique, l'augmentation est chronologique, ce qui veut dire qu'on a deux réflexions dures. Fait que deux approches s'offrent à vous, où vous regardez les types de réflexions, dur, molle, dur, puis si les deux sont différentes, bien à ce moment-là, il faut corriger, ou juste regarder si les indices augmentent ou descendent toujours de manière chronologique. À ce moment-là, vous savez que vous êtes en situation soit molle ou dur. Puis pour corriger pour ça une onde qui est inversée par rapport à un autre, on peut dire que c'est comme si c'était décalé d'un demi-cycle ou une demi-lambda. Je ne m'éternise pas là-dessus, faites juste le faire, là, c'est protocolaire à la limite. Donc ici, vu que c'est pas séquentiel, vu qu'on n'a pas tu sais que ça augmente pas de façon régulière, que ça diminue pas de façon régulière, ici ça commence par augmenter et ensuite ça diminue, mais il faut corriger la différence de marche en rajoutant un demi-lambda prime. Donc, si je vous posais la même question dans ce contexte-là, le principe est le même. On applique la différence de marge. Il ne faut juste pas oublier de corriger, de rajouter un 1,5 lambda qui agit comme correction. Ce n'est pas le même 1,5 lambda qu'il va avoir ici. Ici, c'est à cause que c'est une pellicule anti-reflet. Donc, ça se ressemble, mais c'est pour des choses complètement différentes. Il ne faut pas les mélanger. Mais ici, ça donne que le 1,5 lambda à gauche puis le 1,5 lambda à droite, un coup qu'on distribue, s'annule. Et ça fait que 2E est égal en fait à M lambda, mais étant donné que c'est pellicule d'épaisseur minimale, on peut mettre M égale à 1. Ici, M égale 0 ne serait pas possible. Donc, il faut mettre M égale à 1. Et à ce moment-là, l'épaisseur donne 0,165 micromètres. En résumé, je vais y aller rapidement parce que de toute façon, la vidéo, vous pouvez y aller au rythme que vous voulez. Donc, vous pouvez lire ces choses-là comme résumé. Ça a tout été dit via l'exemple précédent. Petit exemple de pellicule mince, de l'huile. Quand il pleut, l'huile qui s'est accumulée sur la chaussée à cause, pas dans les tuyaux d'échappement de voiture, il y a toujours un petit peu d'huile qui s'échappe. Quand il pleut, ben, il y a un petit peu d'huile qui remonte à la surface parce que ça flotte sur l'eau et ça fait des beaux phénomènes de pellicule mince comme ça.
Méthode de coin d'air, aussi appelée méthode de Tolansky, qui est le Russe qui y a pensé. On aimerait mesurer l'épaisseur d'un cheveu. On l'insère entre deux plaques, puis on envoie une longueur d'onde sur ces plaques-là pour créer un effet de pellicule mince. On remarque à ce moment-là que la réflexion est maximale, déterminer l'épaisseur du cheveu. Ici, ce n'est pas une épaisseur minimale. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas savoir, vu qu'on veut trouver l'épaisseur, on ne peut pas savoir si on est dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou peu importe laquelle des situations qui donnent de l'interférence constructive. Parce que M peut prendre plusieurs valeurs selon l'épaisseur. Donc, a priori, avec un coin d'air comme ça, fait en hamburger ou en sandwich, on ne peut pas travailler avec ça. Parce que le M est inconnu. C'est pas nous, c'est pas comme dans les exemples précédents où c'est nous qui voulons faire une pellicule et on veut qu'elle nous coûte le moins cher possible, donc on met le plus petit M qu'on peut. Ici, c'est l'inverse. On veut connaître l'épaisseur, donc il n'y a rien qui nous permet de déterminer a priori c'est quoi la valeur de M. Je dis a priori parce que c'est ça l'idée de Tolansky, c'est d'avoir remplacé ces espèces de sandwich-là parallèles par un coin d'air. L'avantage du coin d'air, c'est qu'on peut faire, au fur et à mesure qu'on parcourt le coin d'air, l'épaisseur varie, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et donc, on frappe toutes les épaisseurs possibles où l'interférence peut être constructive dans ce cas-là. Donc, si on compte 3 franges claires jusqu'à temps qu'on arrive aux cheveux, là, on dit que vis-à-vis le cheveu, c'est clair, bien, c'est parfait parce qu'on sait qu'on est dans la 3e situation possible où il y a l'interférence constructive. Ce qui veut dire que dans notre petite formule, on peut venir mettre M égale à 3. Quelle est la variation de l'épaisseur du coin d'air entre deux franges claires ou deux franges sombres? Je vois rapidement là-dessus parce qu'on avait beaucoup parlé dans le laboratoire. Bien, la variation de différence de marge va donner 2 fois delta E à cause de l'aller-retour. Et on sait quand on passe d'une frange claire à la prochaine frange claire, on sait qu'on a décalé d'une longueur d'onde. Et donc, si on vient isoler ici, ça fait que la variation d'épaisseur entre deux franges claires ou deux franges sombres, ça va être la moitié de la longueur d'onde. Si on compte M franges claires, à ce moment-là, en laboratoire, souvent on n'en comptera pas juste une, on va en compter plusieurs. Ben, à ce moment-là, on peut juste venir rajouter le compte qu'on a fait. Si on a compté 10, 20, 50 franges claires, ben, à ce moment-là, la variation d'épaisseur associée à ce compte de franges claires-là, ben, on est capable de dire qu'il est égal à M lambda sur 2. Dans un montage de coin d'air, on mesure 87 franges claires entre le coin et une fibre optique dont on veut connaître l'épaisseur. Déterminer son épaisseur, la lampe utilise une longueur d'onde de 589 nanomètres. Ouais, je vais rapidement pour lire les énoncés, puisque vous pouvez toujours peser pause là, si jamais vous voulez prendre plus votre temps. Voici la solution de ce problème-là. On le travaille comme un coin d'air. Donc ici, c'est des franges claires, donc on met M lambda prime. Étant donné que dans un coin d'air comme ça, c'est toujours vitre, air, vitre, puis que la vitre a forcément un indice plus grand que 1, bien à ce moment-là, la sandwich est toujours n égale à 1, mais aussi ici, on ne sera pas chronologique, là, ça va être quelque chose de plus grand, on baisse et on remonte dans les indices. Donc, il faut venir corriger, il faut rajouter la correction, le 1,5 lambda prime ici. Un coup que ça s'est bâti, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre les chiffres. Étant donné qu'on utilisait la technique de coin d'air, on peut connaître M. On sait qu'on a 87 franges claires de compter jusqu'à la fibre. Donc, on met 87 dans l'équation. Ça nous fait une épaisseur de 25,5 micromètres. C'est une technique moins aujourd'hui, je pense. En fait, je ne suis pas certain, je ne travaille pas en industrie, mais je sais que ça a déjà été utilisé, cette technique-là, pour mesurer des épaisseurs de fibre optique. L'autre approche qui est plus celle du laboratoire, c'est qu'au lieu de compter le nombre total de franges claires entre le coin et la fibre, on fait juste en compter quelques-uns, puis on détermine une distance. Donc là, maintenant, on dit qu'on doit parcourir 2,30 cm pour compter 20 franges claires. Le coin d'air, lui, mesure au total 10 cm. Donc, maintenant, on vous demande la même question, même contexte, c'est juste la question est un peu différente. Bien, ici, c'est la technique du laboratoire. On commence par calculer la variation d'épaisseur associée à ce compte de 20 franges-là. En faisant le petit calcul ici. Et ensuite, avec les triangles semblables, nous autres, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu compter 20 franges et on sait que ça a pris on a pu mesurer la distance de 2,30 cm, mais au total, le X complet, c'était 10 cm. Donc, il reste juste à faire un petit produit croisé et on obtient que l'épaisseur serait 25,6 micromètres. Bon, ça donne à peu près la même réponse qu'ici, 25,5, 25,6. Juste la technique est plus pratique en laboratoire un peu. Parce que des fois, le compte peut se rendre assez loin. Ça peut être des centaines de franges. Fait qu'à ce moment-là, en y allant comme ça, on se sauve un peu de temps. Puis la méthode n'est pas moins précise d'une certaine façon. Parce qu'on n'est pas certain que vis-à-vis la fibre ou le cheveu, c'est une frange claire nécessairement.
Rapidement, pour vérifier la quantité des lentilles, pas la quantité, pardon, la qualité des lentilles, on peut se servir de ce qu'on appelle les anneaux Newton. C'est Newton qui a pensé à ça, quand même pas un jeune scientifique. Si on prend une lentille qui est qui théoriquement devrait être parfaitement sphérique, l'épaisseur varie de façon régulière à partir du centre en s'en allant en augmentant dans le fond la distance par rapport au centre. Et donc, cette lentille est parfaitement sphérique. On devrait voir des alternances de franges claires, sombres, claires, sombres, claires, sombres qui sont très, très réguliers. Donc, ça, c'est une lentille qui est vraiment, vraiment haute. En revanche, celle-ci, elle était, je ne sais pas ce qui est arrivé, moins bien polie, moins bien travaillée. On voit que la forme n'est pas sphérique. C'est une façon, dans le fond, de tester la qualité des lentilles qu'on produit. Puis dans certains appareils, je pense que vous pouvez comprendre que l'intérêt d'avoir des lentilles vraiment, vraiment bien conçues est importante. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne étude et je vous envoie bientôt un prochain vidéo.